Juliette Pateux, je fais partie de la société Itinéris, agence d'emploi à Cognac, donc intérim, CDD et CDI. Et je suis chargée de clientèle, je m'occupe principalement donc, de la partie client, mais aussi de la partie candidat et intérim quand il y a besoin. On vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Bernadet, je suis président de la société Bernadet à Château-Bernard, qui fait de la décoration de bouteilles. Alors, on nous a confié la mission de vous présenter en fait la filière des spiritueux et puis de vous présenter en gros, de faire un zoom sur les métiers qui recrutent sur notre territoire. Ensuite, on aura un échange avec M. Bernadet qui nous fera part de son expérience en tant que chef d'entreprise et puis il sera là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, sur notre territoire, eh bien, évidemment, si vous êtes sorti un petit peu de Cognac, vous avez remarqué que essentiellement on y trouve de la vigne. Et la filière des spiritueux, elle existe parce que, eh bien, en amont, nous avons un peu plus de 4000 viticulteurs qui cultivent cette vigne et de ce fait fabriquent la matière première qui permet ensuite la production notamment du cognac. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier vignoble de vin blanc en France et que c'est quand même 10% du vignoble français. De là, en fait, cette culture de la vigne, elle a permis le développement d'un certain nombre de maisons de négoce. Et là, on entre dans la filière des spiritueux. Donc, la Spéris Vallée. Ils sont aujourd'hui au nombre de 266. On produit par ces maisons de négoce beaucoup de cognac. 97%, un peu plus de 97% est consommé essentiellement à l'étranger. Et alors à l'étranger, c'est plus de 150 pays. Et c'est quand même 223 millions de bouteilles qui sont produites. Donc, la plus ancienne des maisons de négoce, c'est la maison Augier. Ça date de 1643, donc vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Et à Cognac, on fabrique du cognac, mais pas seulement, puisqu'on fabrique aussi du gin, de la vodka et d'autres spiritueux. Donc, cette économie des spiritueux, elle est vraiment créatrice de richesse sur notre territoire. Puisque c'est seulement 8% du territoire régional, cette région de Cognac, et pour autant c'est 98% de l'excédent commercial. Au niveau national, on passe à 1% du territoire pour 80% de la production de spiritueux. Alors, il faut bien distinguer le vin et le spiritueux. Vous connaissez la différence entre les deux. Il y en a un, c'est le produit brut, hein, c'est le raisin que l'on va presser et avec lequel on va faire vieillir dans les barriques. Tandis que le spiritueux, c'est une matière première qui peut être le raisin ou d'autres matières que l'on va distiller et qui vont se transformer en alcool. En tout cas, la Spéris Vallée, comme on l'appelle, eh bien, a pour ambition de faire en sorte que sur le territoire cognacé, une bouteille sur deux de ce que nous appelons les spiritueux premium. Alors, ce sont les bouteilles qui sont vendues au moins 30 €. Au moins une bouteille sur deux passe par cognac. Que ce soit pour l'alcool en lui-même que l'on met dedans, ou que ce soit pour son packaging, c'est-à-dire tout ce qui est emballage, enfin, toutes les étapes de la production. Alors cette filière des spiritueux, elle concerne, on parle de cognac, mais en fait elle s'étend aussi bien sur la Charente que sur la Charente-Maritime. C'est plus de 1000 entreprises, c'est 12 000 emplois directs. Alors attention, 12 000 emplois directs si on enlève toute la partie viticulture. Vraiment, la partie spiritueuse, c'est plus de 12 000 emplois directs. Et c'est 8 milliards de chiffre d'affaires cumulés.
l'avez compris, c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, c'est ce qui fait aussi son dynamisme. Je vous ai mis les chiffres les plus récents du chômage. Donc on mesure ce qu'on appelle le taux de chômage. C'est quoi le taux de chômage? C'est en fait la mesure des personnes qui nous disent sur telle période j'aurais aimé trouver un emploi, et de ceux qui vont nous dire oui j'ai trouvé ou non, j'ai pas réussi à trouver sur cette période. Et vous voyez que alors en bleu on a Cognac, en vert on a la Charente, qui est à peu près significative du territoire national. Et donc vous voyez que sur les 6, et même j'ai envie de vous dire sur les 10 dernières années, ça n'a fait que diminuer. Bon là on a eu un petit accident, ça s'appelle le Covid. On peut le mettre entre parenthèses évidemment. Ça n'a fait que de diminuer. Et la deuxième chose que vous constatez, c'est que le bassin d'emploi de Cognac, c'est toujours 1% de chômage en moins que celui de la Charente ou du national. Je vous ai mis une dernière information. Donc quand on est au chômage, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inscrire à Pôle emploi. Et on devient ce que l'on appelle demandeur d'emploi. La caractéristique de nos demandeurs d'emploi, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont peu formées. Donc, on a à peu près 13% de nos demandeurs d'emploi qui n'ont aucun diplôme, presque 40% qui ne sont pas allés plus loin que le CAP ou le BEP, 24% qui sont allés jusqu'au bac, et seulement 24% qui ont fait des études supérieures au bac. Donc très clairement, il y a un rapport entre les études, le parcours scolaire, en tout cas les diplômes que l'on peut obtenir, et donc les compétences que l'on va aussi développer au travers de ces diplômes, de ces formations, et puis le fait de se retrouver confronté au chômage. Je laisse parler un peu Mégane. On va vous parler des métiers en tension. Donc évidemment, ça reprend la principale activité liée aux filières vin et spiritueux. Donc on reprend bien sûr la base qui est la vigne, avec les olives viticoles et autres, mais ça c'est hors spiritueux. Ensuite on part sur de la distillation. Une fois que le produit est récolté dans les vignes, il va être distillé pour fabriquer de l'eau de vie ou l'autre concernant la fabrication du vin spiritueux. Ensuite, une fois que le produit va être distillé, il va être mis dans des cuves pour la chevronnerie. Tout ça, ce sont des métiers, tout ce qui est distillateur, chevronnerie, soudeur, qui sont liés à la filière du vin spiritueux et qui sont toujours aujourd'hui disponibles. On cherche environ, à l'heure actuelle, au moins une dizaine de personnes sur des entreprises différentes sur ce type de métier. Ensuite, une fois que c'est stocké au niveau de la chevronnerie, ils vont passer dans les tonneaux, dans les barriques. L'eau de vie va se mélanger au qui va fabriquer le cognac, qui va être stocké pendant 5, 10, 20 ans, ou plus, suivant Ça dépend de la qualité. Voilà, ça dépend de la qualité de la bouteille. Une fois que le produit est prêt, il va être mis dans les bouteilles. Pour cela, on va avoir besoin de personnes sur des chaînes de production qui vont fabriquer toute la verrerie, qui peuvent travailler en horaire de journée en 3/8 ou en 5/8. On sait que ce type de production, c'est des productions qui ne s'arrêtent jamais. C'est des fours et les équipes doivent se relayer. Et ça tourne vraiment toute la semaine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une fois que le verre est fabriqué, on va en parallèle de ça faire toute la partie carton. Les cartons, ça va servir à faire l'emballage, la décoration, des PLV pour la publicité. Une fois que les cartons sont
sont fabriqués, ils vont être imprimés. On a besoin d'imprimerie ou aussi de la sérigraphie pour la décoration. Il y a besoin de métiers de fabrication de bouchons pour fermer la bouteille. L'embouteillage, une fois que toutes ces matières premières, je dirais, pour l'embouteillage sont prêtes, on va sur les lignes de production, on cherche des conducteurs de ligne, des ouvriers embouteillage, que ce soit des postes en intérim, CDD, CDI, c'est lié à une saison qui est en train de se développer. On parle d'une saison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la saison se développe même hors saison. Une fois que la bouteille est embouteillée, elle est conditionnée, mise dans des coffrets. Suivant la qualité de la bouteille, vous avez des types de coffrets différents. Puis la décoration, le design. Une fois que tout est prêt, ça va être stocké, puis transporté. Soit les sous-traitants directement avec les maisons de négoce, soit ça peut être le transport aussi à l'étranger et l'export. Suite au transport, après ça part sur des fonctions support, l'export sur des métiers comme assistant commercial export. On a besoin de personnel sachant parler anglais qui recherche comme on l'expliquait, il y a 98% de la production qui est exportée à l'étranger. Donc ça développe énormément de métiers sur la partie tertiaire et fonctions support. Et en parallèle de ça, pour faire fonctionner toutes ces entreprises qui font la création des vins spiritueux, on a besoin de services aux entreprises, donc les agences intérim, pour trouver du personnel saisonnier ou CDD, CDI qui sont aussi de cabinet de recrutement, cabinet RH. Les sociétés de nettoyage parce qu'il faut entretenir les locaux, que ce soit les bureaux ou les sites de production. Les sociétés de sécurité, car vous allez certainement déjà, pour certains, travailler soit dans une maison de sous-traitance, soit dans une maison de négoce, des prestataires. Il y a besoin de sécuriser les sites, donc on cherche aussi des agents de sécurité. La partie comptabilité, paye, on est aussi sur des fonctions de support, mais qui sont importantes, car il existe des spécialisations liées aux vins spiritueux. Les cabinets d'avocats pour défendre les sociétés, bien sûr, banque et assurance en ce qui concerne les investissements. En parallèle de ça, il y a un laboratoire d'analyse où il faut analyser les produits. Il y a des suivis, une traçabilité de chaque produit, c'est très réglementé. On a besoin aussi d'assistants laboratoire. On peut, sur ces différents métiers, y accéder aussi bien du CAP que du DAP+5 et aussi par la reconversion professionnelle. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on a un bassin qui recherche du personnel sur ce secteur. À défaut, des fois, d'avoir pris la bonne solution à l'école, on peut se reconvertir de 18 à 60, 62 ans, même, pour le moment. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de personnel, donc les personnes en reconversion qui auraient peut-être eu moins de chance parce qu'on nous dit souvent il n'y a pas l'expérience, c'est pas toujours évident. Mais le savoir-être est très important, la motivation et la valeur travail en fait également partie. Le tourisme, hôtellerie, restauration, j'en ai pas encore parlé, c'est toute la partie qui est à faire. Il faut faire toute la communication autour des vins spiritueux. Ça peut être des métiers comme guide touristique, agent d'accueil. La restauration, forcément, ça ramène beaucoup de personnes. On a des célébrités qui sont venues pour une bouteille en particulier, dans certaines entreprises. C'est vraiment un secteur qui n'a pas fini de se développer. Et ici, vous avez toute la chaîne de la base, de la distillation, jusqu'à la négoce, jusqu'à la mise sur le marché. Donc ça reprend un petit peu le schéma d'avant, un peu synthétisé. Il va y avoir des métiers en tension, comme tout à l'heure, distillateur. Tonnelier est aussi un métier en tension sur les tonneliers ou les tonneliers. Le stockage, on va être plus en recherche d'agents de chai ou de caristes. La verrerie, donc là, ça va être plus sur les lignes de production, sur les conducteurs de ligne. Le bouchage, donc on est sur du conditionnement, mais aussi la conduite de ligne, car plus ça va, plus ça s'automatise. L'imprimerie, c'est aussi la conduite de
Ensuite, vous avez l'embouteillage, vous est aussi très automatisé, avec beaucoup de progrès depuis plusieurs années. Le conditionnement. Il faut savoir que sur l'embouteillage et le conditionnement, il y a beaucoup de jobs d'été, comme on dit, travail saisonnier, mais il y a aussi des titularisations. Chaque année, comme l'activité n'arrête pas d'augmenter, vous pouvez très bien avoir une saison, 2 saisons d'intérim, et à la suite de ça, une embauche par l'entreprise, si ça se lève. Une fois que tout est conditionné, ça part au transport sur des poches de chauffeurs, conducteurs PL, SPL, avec la citerne aussi pour transporter les eaux de vie. Il y a plusieurs particularités. Ou conducteurs, caristes aussi. On recherche des conducteurs qui vont pouvoir livrer, mais qui vont aussi pouvoir charger leur propre camion. Et à la suite de ça, on passe sur la partie négociation. La négoce, la vente du produit qui a été réalisé au niveau de la distillation. Donc ça reprend un petit peu les métiers dont je vous ai parlé. Là, on est sur tous les métiers en fait qui sont en tension. Il y en a d'autres, mais si on regarde plus particulièrement la filière des spiritueux, en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui rencontrent des difficultés de recrutement importantes. Vous êtes pour la plupart en recherche d'emploi, mais de l'autre côté, on a des entreprises qui sont en recherche de personnel et sur en gros tous ces domaines-là, eh bien, on recherche de manière très régulière des personnes, avec évidemment pour chaque métier des parcours et des compétences qui sont différentes, et qui pour bon nombre sont maintenant accessibles aussi aux adultes dans le cadre de reconversion professionnelle par des formations qui sont faites pour les adultes et sur des temps qui restent raisonnables. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Si, des tendances dans les années à venir. Ah, alors les tendances dans les années à venir, eh bien, vous savez, tout va dépendre de comment va évoluer notamment la mécanisation dans les entreprises. On n'a pas une petite idée déjà à peu près? Ça peut aller très vite, comme ça peut être très lent. Vous avez des nouveaux métiers qui apparaissent. Je pense que vous aurez des métiers qui apparaîtront notamment avec tout ce qui est en lien avec le numérique. Par exemple, si vous regardez comment est conçue la nouvelle usine de chez NC qui a été construite il y a 2-3 ans sur notre territoire, vous remarquerez que dedans il y a moins de caristes parce que c'est beaucoup plus robotisé. Maintenant, toutes les entreprises ne seront pas forcément sur ce modèle-là parce qu'il faut avoir la capacité d'investir pour le faire. On reste quand même sur un certain nombre de métiers pour lesquels en fait les métiers vont rester les mêmes. Ce sont les outils que vous allez utiliser qui évoluent. Par exemple, la chaudronnerie, on n'est plus avec la lampe. Années, même avec la crise Covid, ça va pas un peu plus que ça. Pour nous, c'est à la hausse. Ce qui veut dire que quand vous voyez tous les métiers qui existent, on voit tous les métiers qu'on dit en tension, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter les gens dont on a besoin. En gros, c'est la même. C'est-à-dire qu'en gros, tous les métiers aujourd'hui sont en tension. Donc, si n'importe quel métier, comme il y a une autre, si je reviens à faire la danse, dans 10-15 ans, il n'y a pas de chance. A priori, tout ce qui est en tension actuellement, ça va continuer à l'être. On manque de personnel dans les entreprises. Après, oui, il y a des particularités, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Mais on n'est pas au début du siècle où on invente la voiture et une fer en cheval va tomber en désuétude. Les métiers dont on a besoin aujourd'hui, vous pouvez prendre, sans trop vous tromper, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel métier dans la filière. Il y aura encore beaucoup de demain, c'est sûr. Après, il y a des métiers sur lesquels, après c'est un choix en fonction de vos compétences, de tout un tas de choses, mais il y a des métiers qui sont très en tension, parce qu'on ne trouve vraiment pas. Alors là,
Moi, à ma connaissance, il n'y a pas un seul métier dans le coin qui est en train de disparaître. Ils sont tous en train de bouger, mais il n'y en a pas tous. Ils évoluent de façon souvent numérique, ils s'améliorent au niveau des machines, mais de toute façon, ces métiers-là, cette chaîne-là, il est impossible d'enlever une maille avant pour que ça fonctionne. Enfin, pour que ça fonctionne, on a besoin de tous ces métiers et ils ne sont pas prêts de disparaître. Si on prend un métier assez connu de tous, le métier de cariste, donc c'est la personne qui va charger, décharger ou gérer les stocks, magasinier, il va y avoir le cariste classique sans tablette, mais aujourd'hui, plus ça va et plus ça évolue dans ce sens, on nous demande la connaissance des tablettes et des logiciels qui sont utilisés pour le stockage, le magasinage. Il y a encore besoin de caristes sans la partie informatique, mais ça diminue sérieusement et ça a tendance à se développer vraiment sur la gestion des stocks. Quand vous arrivez, vous avez votre bon de commande, plus ça va, plus c'est plus le papier, c'est directement sur l'ordinateur. Je dirais même qu'aujourd'hui c'est déjà majoritaire la partie informatique. Je dis que c'est en tension, mais c'est que pour Cognac ça, parce que la mairie des Ramiens, je sais qu'il y a à peu près 2 ans, elle a licencié des personnes. Et vous dites que c'est pour cela. Oui. Donc c'est la Vous avez raison. Vous avez raison. Peut-être qu'ils regrettent. Moi, je suis pas vrai qu'ils verra bien, je ne sais rien. Non, mais quand on dit en tension, parce qu'on n'a pas recruté, mais de l'autre côté on licencie, je me dis. Tout à fait, mais après, vous avez parfois sur certaines filières des décisions qui sont plus des décisions liées à la stratégie d'entreprise. Mais pour autant, vous aurez remarqué que même s'il y a eu des plans de licenciement, il y a eu parfois des recrutements en parallèle pour des postes en intérim, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que, alors je dis aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment, c'est qu'on travaille beaucoup à flux tendu. Et donc quand on travaille à flux tendu, on a besoin parfois d'un volant d'intérimaires qui vont permettre, d'intérimaires ou de gens qui sont en contrat court, en CDD, qui vont permettre d'ajuster en fait la masse salariale à la production. Et une partie de ces métiers-là sont concernés en fait par une production qui se fait à la commande. Monsieur Bernadet, est-ce que, alors là on a parlé un petit peu des métiers, de l'évolution des métiers. Quel conseil vous auriez envie de donner à ces messieurs-dames qui sont là parmi nous par rapport à la gestion de leur carrière, de leur choix professionnel, et comment vous faites dans votre entreprise pour faire en sorte que quelqu'un qui est là peut-être depuis 20 ans soit toujours à la page en termes de compétences? Alors, la question elle est vaste, là, il y a plusieurs choses. Donc la première chose, c'est effectivement l'économie locale, elle est en développement. Ça, il n'y a même pas de question à se poser, elle est en développement et elle va continuer à être en développement. Donc des besoins va y en avoir. Historiquement, tout le monde recrutait en se basant principalement sur les compétences acquises. C'est-à-dire, on a fait une école, on a fait une formation et puis après on fait un métier. Qui ici pense que on peut encore faire une formation et faire le même métier toute sa vie? Voilà, donc on ne va pas compter, il n'y a pas de main qui se lève. Plus personne ne croit à ça. C'est-à-dire que tout le monde maintenant, soit de manière consciente ou même de manière inconsciente, on sait très bien que les métiers ont évolué, on commence et que entre le métier qu'on fait à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans et à 50 ans, c'est pas le même. Moi, avant d'être ici, j'ai fait, je ne pas mon CV parce que qui me rigolait, mais quoique non, ça serait intéressant parce que ça veut dire aussi que les passerelles, il y en a plein, plein. Et il faut oublier, alors je connais bien le monde éducatif, j'en côtoie pas mal, donc ils m'en voudront pas quand je dis qu'aujourd'hui le diplôme au départ, allez, je veux dire, ça vous aide sur les 2 premières années. Derrière, c'est terminé. On en parlait la semaine dernière. Moi, je m'aperçois que il vaut mieux faire un bac pro, ça paye plus à
très sincèrement que de faire un doctorat. Un doctorat, bac plus 7, il est en train de faire son doctorat, c'est 11,86 €. Moi, les jeunes que je prends qui sortent d'un bac pro ou d'un bac moins 5, parce qu'ils n'ont rien du tout, si au bout de 5-6 ans ils sont à 11,86 €, ils viennent taper à la porte, ils disent pourquoi je suis moins avec les autres. Donc ça veut dire qu'il y a plein de passerelles possibles, il y a plein de possibilités de changer, d'évoluer sur l'outil. Il faut en être conscient. Il y a un discours contre lequel moi je me bats, qui consiste à dire les gens intelligents et qui bossent à l'école, ils peuvent faire filière générale et pour eux tout est bon, et puis ceux qu'on considère comme étant un peu moins intelligents que les autres, parce qu'en gros l'école ça ne leur fait pas qu'ils ne bossent pas, eux ils sont dans les filières techniques et c'est des sous-filières. C'est une vaste fumisterie. Aujourd'hui, si jamais on regarde sur toute la chaîne, on en a, si vous l'avez abordé quand même, les métiers en tension, ceux qu'on cherche le plus, c'est pas des bac plus 7. C'est pas des bac plus 7. Les bac plus 7, on sait les trouver, sauf que généralement ils sont dans les grandes villes. Et puis ils se disent, oh là là, ça serait triste de venir en Cognac, juste à côté de la mer, pour un trou vert chez moi. Je suis tellement bien dans les bouchons parisiens à Bordeaux. Chacun ça, non, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est l'intelligence de la main. Si tu peux le résumer, est-ce que c'est un candidat idéal pour vous? C'est quelqu'un qui veut apprendre? Oui. Quelqu'un qui est très hautement formé, quelqu'un qui veut apprendre, qui veut toujours. Oui. Qui veut évoluer. Sauf que moi je vous donne mon point de vue. Alors j'ai une double casquette parce que je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi président d'Atlanta qui est un organisme qui regroupe toutes les entreprises du packaging sur la Nouvelle-Aquitaine. Là c'est 400 entreprises, c'est 40 000 emplois, c'est un truc beaucoup plus gros. Donc là moi je vais parler, quand je vous dis ça, je vous parle de la façon dont moi je vis dans mon entreprise et la façon dont je vois les choses. Mais ce n'est pas forcément encore la vision de la majorité des gens. À mon avis, malheureusement. Mais les choses évoluent beaucoup dans ce sens-là, parce que moi qui suis au contact des entreprises dans tous les secteurs à Pôle emploi, il y a encore moins de 5 ans, les entreprises me disaient il faut impérativement au moins le CAP, même des fois dans d'autres métiers que ceux de la filière des spiritueux. Hein. Et de toute façon, aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas faire votre chantier, que vous ne pouvez pas faire votre production parce que vous n'avez personne à mettre en face, vous êtes dans l'obligation de revoir votre copie pour le recrutement. Et donc, les choses sont en train d'évoluer. Au regard du marché du travail, qui est très tendu sur tous les secteurs, de plus en plus, les entreprises vont dans votre direction et se disent qu'après tout, effectivement, il vaut mieux quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui a la capacité d'apprendre, et puis on va le former en interne à l'entreprise, c'est mieux que de n'avoir personne. Au-delà de ça, quand vous recrutez M. Bernalet, du coup, à quoi vous vous attachez? Alors, pas au CV. On regarde encore le CV, mais c'est loin d'être la chose la plus importante, sauf sur des postes très particuliers. Un comptable, le mieux qu'il connaisse la comptabilité, c'est comme un médecin qui est allé se faire opérer, on peut être sûr quand même qu'il est une médecine. Mais à part quelques métiers qui ne sont pas très nombreux, où on ne peut pas se dispenser d'une formation initiale lourde et d'un diplôme, sur la plupart des métiers, en fait, on peut s'en passer. On peut s'en passer parce que si vous prenez tous les métiers qu'il y a là, alors il y en a quelques-uns sur lesquels il y a des formations, il y en a beaucoup sur lesquels en fait pas de formation initiale vraiment complètement adaptée au métier. Et quand vous allez en plus voir dans les entreprises, il n'y en a pas deux qui fonctionnent de la même manière. Ce qui veut dire qu'en plus, la formation initiale qui a été faite, elle est entièrement à compléter derrière. Et entre la formation initiale et ce qui se passe en formation dans l'entreprise, le plus gros de la formation, c'est dans l'entreprise. Donc quand on fait ce constat-là, et qu'on dirige une entreprise, il y a un moment où on essaie d'être efficace, parce qu'il faut quand même qu'on soit capable de répondre à nos clients et payer les salaires à la fin du mois. Donc on s'aperçoit qu'en fait, le plus simple, c'est de se dire, on va recruter sur ce qu'on appelle les soft skills, un mot anglais, j'aime pas ça, mais c'est-à-dire ce ne sont pas les compétences de base du métier, mais c'est tout ce qui est autour. Donc aujourd'hui, les compétences les plus importantes,
moi, quand je recrute, c'est ouverture d'esprit, capacité d'apprendre, envie. Quelqu'un qui montre qu'il a envie, qu'il veut apprendre, qui montre qu'il va être capable d'apprendre, il a beaucoup plus de chances que quelqu'un qui part du diplôme. Quand on fait des tests d'entrée, il y a un truc chez moi qui est éliminatoire, c'est quand quelqu'un rejette la faute sur les autres, qui dit non, non, moi je l'ai bien fait, c'est la machine qui ne marche pas. C'est un truc classique, hein, où les gens je comprends, les gens ils arrivent, ils commencent à bosser, et ils se disent, il ne faut pas que je montre que je ne sais pas. Quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il ne sait pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne progressera pas. Puisqu'il est persuadé déjà de savoir, tout ce qu'on va essayer de lui apprendre, il n'y a aucune raison de se forcer puisqu'on le sait déjà. Quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas, qui reconnaît ses erreurs, qui... alors maintenant, moi, il commence à me connaître, donc ils viennent le fond. Quelqu'un qui vient spontanément pour dire j'ai fait une connerie, j'ai cassé un truc, je suis désolé, j'ai fait une bourde. Pour moi, c'est quelqu'un qui marque des points. Ça les fait rigoler, mais je leur dis cette personne-là aura une augmentation avant les autres. Parce que ça veut dire qu'il est capable de se remettre en question, de se dire ok, je sais pas, montrez-moi. Donc la formation en entreprise, elle se développe plein de taux. Alors, c'est pas encore très bien structuré parce que le système éducatif français il est ce qu'il est, on est toujours très scolaire, et quand on sort un peu des cases, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de recruteurs regardent en premier. Est-ce que la personne va être capable d'apprendre, de se remettre en question et de s'immerger dans un monde qui bouge à une vitesse grand V. Quand je voyais les annonces, je me demande souvent, je sais pas, BTS exigé, alors qu'il y a quelques années, c'était souhaité. Non, c'est souvent exigé. Ouais, alors ces annonces-là, je vais vous expliquer, il y a ce qu'on appelle un biais. Je vais vous dire pourquoi. À votre avis, pourquoi est-ce que vous voyez de plus en plus d'annonces avec BTS exigé? Parce que les gens veulent plus? Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est des maths, c'est des statistiques. Moi, je veux quelqu'un qui soit hyper sympa, qui ait un bac plus 12, qui sera payé au SMIC pour faire un boulot d'enfer 12 heures par jour. Ok? On est bien d'accord, je ne trouverai jamais la personne. Donc mon annonce, elle va rester longtemps. Donc vous envoyez des gens qui mettent BTS exigé, truc exigé. Ils ne recrutent pas, ils n'arrivent pas à compléter les équipes, ces gens-là. Donc ouais, vous envoyez plein d'annonces comme ça. Les annonces où on dit qu'en fait on accorde le moins d'importance à ça et où on enlève les barrières, elles ne restent pas longtemps. Elles ne restent pas longtemps. Nous, quand on l'a fait il y a quelques années, où on dit on cherche du monde pour des postes où on vous demande d'arriver avec le sourire et l'envie, on ne demande absolument aucun diplôme, je peux vous dire que nous, dans l'entreprise, ça a été un gros bins, parce qu'on a eu 500 personnes sur le parking. Non, mais quand je dis ça, c'est vraiment 500 personnes sur le parking. Les gens, ils viennent, ils se disent, attends, on enlève les freins. On enlève les freins. Alors, bien sûr qu'il y a des métiers où c'est indispensable. Non, tonnelier, ça ne s'apprend pas à l'université, c'est des formations dans les entreprises. Moi, je ne connais pas de gens qui ont fait une formation de tonnelier et qui soient tous au chômage. Alors bien sûr, il peut y en avoir parce qu'ils quittent l'entreprise, mais tout ça, ça évolue tellement vite, les métiers changent tellement vite, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a encore quelques années, on avait des caristes. Aujourd'hui, le terme est resté, mais moi j'essaie de faire en sorte qu'on appelle plus ça des caristes, parce que ce ne sont plus des caristes comme c'était il y a quelques années. Un cariste, c'était quelqu'un qui avait ce terme, qui était capable de prendre un chariot, et puis on disait, dans la palette là, je vais la poser là-bas. Très bien. Aujourd'hui, la même personne, il faut effectivement qu'il ait son permis, mais on lui dit plus, il va chercher la palette là, il va la poser là, on lui dit, il y a des camions qui vont arriver, fais en sorte que ça soit rangé. C'est pas tout à fait le même métier. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup plus confiance aux gens, donc il faut leur donner, il y a beaucoup plus de compétences de management. Il y a beaucoup plus de compétences transversales qui sont demandées avant quelqu'un qui travaillait, qui était juste manutentionnaire dans un atelier de production. Il était manutentionnaire toute la journée. Chez nous, il faisait quoi? Il prenait des bouteilles sur une palette et il posait sur un convoyeur.
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Boum, j'ai mal partout, je suis malade, j'arrête et je suis en absence régulière. Ça marche pas spécialement ça. Ça a bougé ces postes-là. Ces postes-là, maintenant, c'est OK, il y a de la manutention, mais il y a aussi, il faut gérer de la traçabilité, il faut gérer de la qualité, il faut être capable de travailler avec les équipes, il faut être capable de se servir de l'outil informatique. Alors vu comme ça, on peut dire, ouais, ça veut dire que ça s'est complexifié. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas complexe. Il ne faut pas le voir comme une complexification. Il faut le voir comme une mise en autonomie. C'est-à-dire qu'on demande plus de choses aux gens qui soient différentes. Et très sincèrement, se faire ça toute la journée, prendre un truc, prendre des caisses à droite et les poser à gauche, et puis effectivement passer des caisses en même temps, veiller à ce que ce soit fait correctement, veiller à faire une bonne qualité, avoir plusieurs activités différentes qui font qu'on comprend ce qu'on fait, c'est quand même bien plus intéressant. Et on voit du coup les gens qui avant faisaient ces métiers de base, ces métiers basiques sans formation dans toutes ces entreprises-là, ils le faisaient quelques années et puis ils changeaient de métier parce qu'ils en avaient marre. Et puis maintenant ils changent en fait de moins en moins de métier. Parce qu'on arrive à faire évoluer le métier. C'est à peu près dans toutes les entreprises, en tout cas dans toutes les PME locales, si on pose la question, qu'on regarde l'encadrement qu'il y a typiquement dans les PME, on s'aperçoit que les, je ne passe ces termes-là, les chefs d'atelier, les chefs d'équipe, ils ont commencé comment? Ils ne sont pas passés par une école de chefs d'équipe, en bac plus 2, et ils ont dit, maintenant c'est moi le chef. Ça ne marche pas. Ce sont des gens qui ont commencé sur d'autres postes, qui ont basculé sur d'autres postes, qui ont bougé, et qui ont fini par avoir des responsabilités. Et quelqu'un qui ronchonne tout le temps dans son coin, c'est clair, ça ne marche pas. Je ne sais pas, il faut être un petit peu positif et changer la façon de voir les choses. C'est vrai pour les demandeurs d'emploi, c'est vrai pour les recruteurs aussi. Alors là, on a vu beaucoup de ces métiers. Vous remarquez, ce sont des métiers qui sont techniques, ce sont des métiers qui sont manuels, et c'est vrai que dans les dernières décennies, c'est des métiers qui parfois ont été un petit peu dévalorisés. Notamment parce que à certaines époques, les métiers manuels ils étaient associés à une forte pénibilité. Mais peut-être que vous pouvez aussi, alors vous avez parlé de l'évolution de l'organisation du travail. On n'est pas dans une industrie de service, c'est pas de la production de logiciels informatiques, mais sur du concret, on fabrique. Donc ce sont des outils de production des usines. Ce qui veut dire que c'est pas très glamour. Quand on pose la question, je l'ai encore fait la semaine dernière, quand on pose la question aux jeunes sur ce qu'ils veulent faire comme métier, les deux professions qui arrivent en tête, pour les filles influenceuses sur Instagram, pour les garçons footballeurs en Ligue 1. Malheureusement, j'ai peur que la majorité n'y arrive pas. Et il n'y en a aucun qui dit, moi j'aimerais bien travailler dans l'industrie. C'est pas des métiers qui sont glamour. C'est vrai que quand on dit que ça tourne en 2-8, en 3-8, en 5-8, ça veut dire que le film du soir sur TF1, on n'aura pas tous les jours. Donc oui, il y a encore ça. La pénibilité dans l'industrie, quand on est en manutention, oui, elle existe encore. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir. En revanche, ça y est, c'est plus le sol en terre battue, c'est plus de l'arme. Ça a quand même énormément évolué. Et sur les 10 dernières années et sur les 5 dernières années, l'évolution, elle est flagrante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mécanisation. La mécanisation fait peur, la robotisation fait peur aux gens. Parce qu'elle n'a pas été expliquée. Parce que les gens pensent qu'on va mettre des robots pour les remplacer. Ça pourrait arriver. Parce que comme tous les métiers sont en tension, à un moment donné, moi le premier, il y a des moments où on se dit, bon comment est-ce qu'on va faire? Si jamais on n'a personne pour tenir le poste, comment on peut faire pour que ça fonctionne quand même? Alors là, peut-être qu'on va aller chercher la robotisation. Mais la plupart du temps, la robotisation dans les entreprises,
une fois de plus, je parle pour moi, là, je parle pas pour tout le monde. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est une aide à la pénibilité. C'est-à-dire que le fait d'automatiser fait qu'au lieu d'avoir une personne qui fait des mouvements fatigants toute la journée, qui court dans tous les sens, je prends un exemple, quand on est sur des lignes qui sont assez longues, et qu'il y a une personne qui est là pour veiller que ça fonctionne bien, elle va à l'entrée de la ligne, et puis elle va voir un peu plus loin sur la machine, puis elle va voir encore plus loin. Quand on lui met un podomètre, on s'aperçoit qu'elle a fait 7 km sur sa fraction de travail. 7 km dans la journée. C'est bien, pour rigoler, j'ai envie que vous vous rendez compte, et en plus, vous n'avez même pas besoin d'aller payer la salle de sport, vous êtes payé pour faire le sport. On rigole, mais c'est vrai que c'est fatigant. Quand on fait de l'automatisation et qu'on rajoute des écrans de contrôle qui sont à portée de la personne, ça lui évite de faire des kilomètres et de se déplacer. C'est rien, c'est de faire 20 mètres juste pour aller voir quelque chose toutes les 30 minutes, alors qu'on peut lui mettre par automatisation avoir les informations. Nous, on a mis en place les gens qui sont sur les machines, il y a des systèmes, ils ont ça sur les smartphones. Ils n'ont plus besoin d'aller pour aller chercher des documents, chercher des informations. Donc on a toute cette automatisation qui est là. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'apprivoiser. Il faut l'apprivoiser. C'est-à-dire que c'est une aide. Et cette aide permet justement de faire, pas complètement disparaître encore la pénibilité, mais quand même, il y a une grosse évolution. Voilà. Une petite question, est-ce qu'il y a une part du budget qui est allouée à la formation? Oui, une part du budget qui est allouée à la formation, on est bien obligé. Alors, pour que vous compreniez, sur les PME, on cotise. On cotise, donc on donne de l'argent à une caisse, pour faire simple, et après on peut disposer de cet argent-là pour faire des formations. Ce qui veut dire que si jamais on fait des formations ou si on n'en fait pas, de toute façon, on paye. Alors, il y a ceux qui payent pour le plaisir, mais je ne connais pas beaucoup. Donc, nous, une entreprise a intérêt à utiliser tous ces budgets formation. Ça a un peu changé récemment. Au-dessus de 50 personnes, moi, en l'occurrence, j'ai toujours le droit de payer, mais j'ai plus de droit. C'est mon boulot. Mais en revanche, on est obligé quand même de mettre des lignes de formation. Pour une entreprise, si jamais elle veut être pérenne, si jamais elle ne veut pas crever, soit elle aligne à la formation du budget, soit elle s'en sortira pas. Le métier évolue beaucoup trop vite. Les métiers évoluent beaucoup trop vite. Là, les métiers que vous voyez, la demande des clients, par exemple, à l'autre bout du monde, en termes d'exigence qualité, c'est comme ça. On peut comprendre, hein. On a dit la région, c'est une bouteille sur deux en premium, super premium, c'est-à-dire que c'est pas une bouteille de rosé à 1,80 € au supermarché, on parle de 30 € minimum. Quand c'est pas 300, 3000, on peut comprendre qu'une personne qui va mettre plusieurs centaines d'euros dans une bouteille, elle a envie d'un certain niveau de qualité. Et ça se répercute sur le métier des gens. Il faut les former à ça. Et puis il y a toute la partie sanitaire. Toute la partie sanitaire. Avant, il y a encore 5 ans, on rentrait chez les sous-traitants, c'est-à-dire sur tous ces métiers-là, d'imprimerie, du bouchage, de verrerie, etc. On n'était pas dans l'alimentaire. Rentrer aujourd'hui dans toutes ces boîtes-là, on a des contraintes qui sont quasiment les mêmes contraintes qu'une entreprise alimentaire. Mais ça veut dire que le personnel qui avant faisait ça, brasser des charges toute la journée, il faut qu'ils comprennent. Nous maintenant, le métier de base, la personne qui arrive sans formation, on est obligé de lui apprendre des bases de la sécurité alimentaire, de la chasse ACP, de la traçabilité et du contrôle qualité. Pardon? D'accord. Il faut qu'on s'attende à se former régulièrement. Oui. C'est pas tous les 5-10 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la formation initiale suivie d'un métier, c'est un modèle qui est mort. C'est un modèle ça existe encore. Il y a encore des entreprises qui. Moi, je rencontre régulièrement des personnes qui me disent attends, dépenser de l'argent pour ce genre de truc, t'es gentil, toi peut-être que tu as les moyens, mais moi je les ai pas, donc je ne peux pas le faire. Mauvais raisonnement, j'ai pas plus de moyens que les autres. C'est simplement que c'est un investissement.
Ça coûte moins cher d'aller chercher des cartons. Vous allez chercher des cartons là derrière Leclerc, etc. Vous les empilez les uns à côté des autres, vous allez vous faire une jolie maison de 50 mètres carrés en carton. Vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent. Après, à la première pluie, au premier coup de vent, c'est pas très solide. Donc oui, la formation, il faut qu'elle soit continue. Beaucoup d'entreprises comprennent aujourd'hui que la formation elle va être continue et la plupart des entreprises locales, quand on en parle, elles sont toutes en train de mettre en place des programmes de formation écrits internes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a nos propres programmes de formation qui sont faits. Alors avant, on disait, ouais, mais c'est de la sous-formation, c'est fait en interne. Aujourd'hui, les gens ne disent plus ça. C'est en train de basculer. Les gens disent, ouais, non, mais quand on va faire de la formation dans un organisme de formation, eux, ils ne connaissent pas mon métier. Alors que quand je le fais en interne, avec quelqu'un qui est là depuis 25 ans, qui va me former, parce que lui connaît mon métier, là les gens sont demandeurs, parce que c'est une autre dimension. Là, il y a une bascule qui est en train de se faire. Il ne manque plus que... mais j'ai vu, il n'y a aucun candidat qui rentre là-dedans. C'est pas en cours quand même la formation sur la partie politique, ils n'en parlent pas tant que ça. On dit oui, il faut faire de la formation continue, mais quand on dit ça, moi je milite par exemple que, quitte à mettre des budgets sur la formation, qu'on aide les entreprises à former leurs propres salariés, et pas forcément dire on ne peut former que quelqu'un de l'extérieur, etc. Vraiment, c'est très important la formation. C'est vraiment en train de changer. On est sur une période de bascule. Et vous avez, depuis quelques années, les choses ont évolué par rapport au compte personnel de formation. Où autrefois, c'était un système complexe, vous aviez le droit individuel à la formation, mais pour le mobiliser, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, vous avez votre compte personnel de formation, et grâce à l'appli, tout simplement, mon compte de formation, vous allez, pour mon compte personnel de formation, vous allez pouvoir mobiliser vous-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quoi et qu'il faut faire un petit peu attention aux arnaques aussi, parce que du coup, quand ça devient trop simple, ça devient aussi simple de se faire avoir. Mais pour autant, les choses ont quand même évolué ces dernières années pour donner à chacun d'entre nous les moyens de pouvoir se former. En tout cas, sur la plupart des métiers que l'on a évoqués à l'instant, à part peut-être l'imprimerie qui est un domaine un peu plus complexe où chaque machine est différente, la plupart de ces postes-là sont accessibles, même à une personne qui est en reconversion. À l'école non plus, on apprend sur le tas, en entrant dans l'entreprise, on vous montre comment faire étape par étape. Le transport, par exemple, aujourd'hui, moi je finance, par l'intermédiaire d'entreprises qui ont décidé de recruter une personne identifiée, des formations pour obtenir quand même un titre de transport de marchandises. Et en 4-5 mois maximum, on arrive à former la personne et à faire en sorte qu'elle ait tous les titres pour pouvoir exercer. Ensuite, elle aura besoin d'un petit peu de pratique aussi, parce que c'est comme quand vous avez permis de conduire, vous allez pouvoir le conduire, mais après il faut un petit peu d'expérience. Mais elle vous parlait du stockage, elle vous parlait de la distillation. Eh bien, ce sont des métiers qui aujourd'hui, par exemple, vous vouliez chez, vous vous formez quand vous êtes demandeur d'emploi en 4 à 800 heures, c'est-à-dire en moins de 4 mois. Pour être distillateur, c'est pareil. Vous vous formez en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois pour devenir distillateur. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre n'importe quel métier, n'importe comment. Il faut le choisir en fonction de vos intérêts personnels, de vos compétences, aussi de vos contraintes et de vos envies. Mais ensuite, ce sont des métiers qui, comme vous l'a dit M. Bernadet, si vous avez les qualités professionnelles qui sont attendues par les entreprises et par les employeurs, eh bien, ce sont des métiers qui sont facilement accessibles. Et n'hésitez pas, on n'en a pas parlé, mais surtout, n'hésitez pas à ouvrir le spectre. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde cherchait des spécialistes, des gens qui connaissaient un truc à fond. Très sincèrement, ça aussi, c'est en train de disparaître. Le spécialiste, c'est plus tellement ce qu'on cherche. On cherche des gens compétents dans leur domaine, mais qui soient aussi capables de changer de métier et
et qui ont plusieurs cordes à leur arc. C'est tout bête, on prend la distillation, là, c'est bien, on arrive à la fin de la période de distillation. Donc le distillateur, oui, mais s'il n'est que distillateur, quand arrive la fin mars, qu'est-ce qu'il fait? Alors oui, on distille aussi sur du gin, de la vodka, et ça c'est toute l'année, oui, mais c'est pas autant que le cognac. Donc il y en a plein, ils sont distillateurs, mais... Ils sont aussi magasiniers caristes ou agents de conditionnement. Oui, ils font plusieurs métiers. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à... C'est comme une table. Hein. Si jamais il y a un seul pied au milieu, c'est pas très stable. C'est bien quand il y a plusieurs pieds. Moi, j'encourage toujours les gens, même en interne, moi chez moi, en leur disant, formez-vous sur autre chose. Formez-vous aussi à aller sur un autre service, dans un autre atelier. Et c'est valable. C'est vraiment quelque chose de très important. D'être capable de passer d'un métier à un autre, parce que on est sur les métiers du cognac, qu'on ne le veuille pas, au départ c'est du raisin, c'est la nature. Donc les récoltes au mois d'avril, ça n'existera jamais. Donc on a quand même une saisonnalité. C'est plus, parce que je sais que les nettoyettes, c'était plus chez vous souvent, c'était plus les hommes caristes et le côté non, ça c'est toujours. Moi aujourd'hui en réglage sur les machines, j'ai plus de femmes que d'hommes. Donc voilà. Cariste, chauffeur, on doit être encore à 60-40. Ça se développe, mais attention, ça se développe, c'est pas notre volonté, hein, parce que moi, sur notamment les caristes magasiniers, il ne faut pas croire que je choisis en disant non, là je vais prendre un homme, non. Moi je prends la personne qu'on trouve. Le matin avec le cariste, l'après-midi peut être une autre. Oh, faut pas exagérer non plus, mais comme il y a une saisonnalité, par exemple, on a 5 caristes, on en a 6, il y a des moments où il y en a besoin de plus que de 5, il y a une personne en trop. En revanche, sur une autre activité ou un autre endroit, il va manquer une personne. Quand les gens ont de la polyvalence, oui, bien sûr que ça aide. Bien sûr que quand on recrute des gens à un poste, entre une personne qui n'a qu'un seul métier, qui ne sait faire qu'une chose, et une personne qui est aussi capable d'aller ailleurs, là aussi il y en a un qui progresse plus vite, qui progresse plus vite que les autres. Et si en plus la personne nous fait savoir qu'on sent qu'elle a envie et qu'en plus ça lui fait plaisir d'aller faire autre chose, parce que ça change de son, on va dire, son train-train quotidien, généralement les recruteurs ils aiment bien. Idéalement, pour porter, je vais rentrer chez vous, cariste, et tout porter la figure. C'est pas la voie de la réussite la plus parfaite. Si vous rentrez dans une entreprise en disant moi je veux faire cariste et je veux rien faire d'autre, il y a toutes les chances pour que vous rentriez cariste et que vous finissiez votre carrière comme cariste. Et qu'il n'y ait aucune évolution. Parce que l'évolution sur le poste, là aussi c'est un mythe. Les gens pensent que parce qu'ils ont juste l'ancienneté, le salaire va grimper. Mais non, le travail, si jamais le travail est toujours le même, le salaire ne montera pas, on va se leurrer. Parce que ça ne sera pas vendu plus cher. Si demain vous allez à la boulangerie et que le boulanger vous dit ah ouais mais là pour vous la baguette, celle-ci elle a 1,60 € parce que le gars il est boulanger depuis 15 ans, il a beaucoup d'expérience, donc je le paye plus cher. Vous allez dire attendez, vous êtes gentil, donnez-moi la baguette faite par le débutant, ça m'ira très bien. Donc non, le seul moyen de progresser quand on rentre dans une entreprise, c'est justement d'évoluer et de ne pas faire toujours la même chose. Pour ne pas faire toujours la même chose, il faut... Généralement, ne comptez pas sur votre supérieur ou sur votre patron pour faire cette démarche à votre place. C'est pas vrai, je ne vais pas mentir, quand je rentre dans l'entreprise, il y a à peu près une centaine de personnes, je ne vais pas tous les jours passer en me disant tiens, et toi, est-ce que tu ne voudrais pas faire ça? Non, parce que j'ai tellement de choses à penser, il y a tellement de personnes, même si ça reste une PME, que ça ne va pas forcément venir de moi. Si jamais ça vient de moi, c'est que vraiment tout le monde me dit que telle personne il est capable de faire bien mieux que ce qu'on lui demande et il faut le faire évoluer. Mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ça vient de l'employé lui-même. Ça vient de vous.
Vous êtes à votre poste et à un moment donné, il faut prendre son destin en main. Si vous attendez que... C'est dur hein, ce que je vais dire. Je ne parle pas pour ma paroisse. Si vous attendez que ce soit votre patron qui vous augmente et qui vous fasse évoluer, il y a de fortes chances que vous attendiez longtemps. Vous attendrez peut-être moins longtemps si vous êtes dans une petite boîte très artisanale où il y a 3 personnes. Parce que là, le patron, il va vous voir toute la journée. Mais dès que vous êtes dans une boîte où il y a 20-30 personnes, vous imaginez, le patron ne peut pas avoir les yeux sur tout le monde, donc il ne voit pas. Donc comme lui, il ne va pas aller chercher, il faut que ce soit le salarié qui montre que bah, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Et là, ça se développe. Et là, on peut commencer à évoluer et à bâtir des choses qui sont un peu plus sympas. On va vous libérer, hein, monsieur le maire, parce que je crois que vous êtes attendu, il est 15h30. Maintenant, on vous remercie pour votre intervention. Oui. Et en fait, je voudrais juste savoir quelles sont les qualités que vous recherchez chez une personne qui veut investir sur LinkedIn. Alors, je mets à part le CV et la formation initiale qui dépend vraiment du poste. Ce que je demande avant tout, c'est de l'envie. Si jamais je sens que la personne n'a pas envie, si la personne n'a pas envie, j'ai pas envie. En 1 de l'envie, j'allais dire en 2 de l'envie et en 3 de l'envie. Et s'il a la capacité à ce qu'on appelle le savoir-être, être capable de vivre à plusieurs. Quand on est déjà à 2, il faut être capable de vivre à 2. Mais quand on est dans une entreprise où il y a 15, 20, 30 personnes, être capable de vivre ensemble. Très sincèrement, je fais attention à ça. J'ai une personne, tout le monde me disait c'est dommage, il fait vachement bien son métier. Je vais vous parler crûment. J'ai dit mais pourquoi tout le monde me dit c'est dommage, il fait vachement bien son métier. Il est vachement bien dans son métier, mais à chaque fois qu'il rentre dans l'atelier et qu'il dit me faites pas chier les morues, vous imaginez L'ambiance. L'ambiance, la bonne ambiance. Et on me dit oh mais on dit qu'il doit plaisanter. Je dis mais il doit plaisanter, mais non, c'est juste pas possible. Et au bout d'un moment, quand on discute avec les gens, c'était non, oui, il parle comme ça aux gens parce que. Mais on me dit mais il fait très bien son métier. Moi je dis non, le métier d'un transporteur. Le métier d'un transporteur, c'est pas juste de savoir bien conduire son camion pour pas mettre le chargement dans le fossé. Le métier d'un transporteur, c'est aussi d'être sympa quand il arrive chez les clients pour les livrer. Et de ne pas dire, nous on envoie des chauffeurs qui viennent chez nous et qui disaient systématiquement, bon il faut me vider tout de suite, hein, parce que moi j'ai autre chose à faire, etc. Okay. Et les mêmes gars, 6 mois après, venaient pour postuler. Mettez-vous à ma place et plus à la place du responsable logistique. Il dit ouais, mais alors, qu'à chaque fois qu'il va arriver chez nous, ils vont sonner, ça veut dire que quand il va arriver chez le client, il va marcher. Donc le savoir-vivre ensemble. Savoir-vivre ensemble. Et avoir envie. Si vous avez ça, vous déplacez les montagnes avec ça. Très souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est souvent des problèmes de la personne qui va arriver 5 minutes en retard 2-3 fois par semaine. Au bout d'un moment, l'entreprise va se dire bon, bah, c'est plus possible. C'est la valeur du travail. Voilà, être présent, être à l'heure. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas le garder pour soi, bien sûr, il faut en parler. Mais il y a des façons d'en parler, il y a des façons de le dire, il y a un comportement pour vivre ensemble. Notamment, je reprends sur les chauffeurs. On a régulièrement en intérim des chauffeurs. Des fois, la mission va s'arrêter, tout simplement parce que le client va nous téléphoner et nous dire bon, bah voilà, ça s'est pas du tout bien passé chez le client, il était mal poli, voilà. Et le chauffeur ne va pas forcément comprendre parce qu'il va se dire pourtant, j'ai bien fait mon travail, j'ai livré, j'étais à l'heure, Oui, mais le chauffeur n'est pas que chauffeur, il est aussi un petit peu commercial. Il y a un accueil client à avoir. Voilà, on a toujours cette polyvalence sur tous ces métiers. Le savoir-être, vraiment, c'est devenu quelque chose, c'est le numéro 1, bien avant les compétences. Sauf sur certains postes, bien sûr, qui nécessitent des compétences avant tout. Vous ne pouvez pas être technicien de maintenance si vous n'avez pas vos habilitations électriques, si vous ne savez pas faire un minimum de la maintenance sur des machines. Mais sur du conditionnement, une fois le permis en marche sur du transport, par exemple,
ou la tonnellerie. Ouais, on a la tonnellerie. Aujourd'hui, quand on demande des tonneliers, donc, quand la personne a le CAP tonnelier, bah, ça c'est le Graal suprême. Mais quand la personne n'a pas le CAP, on nous demande une personne motivée avec une formation de base ou une expérience en menuiserie juste à la sensibilité du bois. On ne nous demande rien de plus. Et une fois que la personne est en poste, si ça se passe bien, bah, ça fait 3 mois d'intérim et un CDI à elle. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais aujourd'hui on recherche des tonneliers sur, je ne vais pas dire les 3 quarts des tonneliers, mais pas loin. Et à côté de ça, moi j'ai rencontré encore il n'y a pas longtemps des personnes qui ont des super parcours de formation, qui sont des techniciens avérés du réglage de la ligne de conditionnement, mais parce que leur savoir-être ou leurs valeurs, notamment l'honnêteté par exemple, ne sont pas en adéquation avec ce qui est recherché par l'entreprise, ne trouvent pas de travail. Parce que n'oubliez pas, le bassin de Cognac, c'est un petit bassin. On est sur un petit territoire. Donc en fait, tout le monde se connaît. Ça veut dire que quand vous êtes quelqu'un de bien, alors je mets des guillemets, vous mettez bien, c'est-à-dire qui a les qualités qui sont attendues, et bien même si vous avez quitté l'entreprise, avec vous part votre réputation. Mais si vous êtes une personne qui ne s'est pas bien comportée dans l'entreprise, alors M. Bernadette disait, ça peut être parce que vous étiez de l'autre côté du miroir, vous étiez celui qui livrait, vous étiez peu importe, eh bien ça va vous suivre aussi. Les gens se connaissent, les gens se parlent, et vraiment le savoir-être, le vivre ensemble, c'est vraiment ce qui est important. En tout cas aujourd'hui, on est sur un marché très dynamique, et ce marché dynamique, il vous apporte un atout, c'est que les portes des entreprises vous sont ouvertes. C'est vous qui avez les cartes en main. Et les cartes, vous les avez en main parce que vous allez à un moment donné réussir à vous mobiliser pour faire en sorte que la personne que vous êtes, elle corresponde au moins en savoir-être à ce qu'attendent les entreprises, parce qu'après, pour ce qui est du savoir-faire, eh bien, comme le disait M. Bernadette, avec l'envie d'apprendre, c'est facile à développer. Est-ce que c'est possible Bah, de faire un stage? Est-ce que c'est possible de faire un stage dans les entreprises? Mais bien sûr que c'est possible de faire un stage dans les entreprises. C'est même recommandé de faire un stage dans les entreprises, on appelle ça les périodes d'immersion. Avant d'aller choisir un métier, avant d'aller vous former, il est incontournable d'aller faire une période de stage ou d'immersion dans l'entreprise. Vous allez pouvoir vraiment vous confronter au métier. Parce qu'il ne faut pas aller en formation pour après vous dire en fait, c'est pas ce que je croyais, c'est du temps perdu. En fait, moi, je suis de chantier d'assassin. Oui. Et du coup, les jeunes qui étaient moi, moi, je ne connais aucun de ces métiers. Parce que oui, Bien sûr. faire des stages. Il faut commencer par regarder les fiches métiers pour voir en quoi consiste le métier, pour déjà se dire, bon, par rapport à la personne que je suis, par rapport à ce que j'ai envie de faire dans la vie, par rapport à ce que j'ai déjà fait avant, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus? Et puis ensuite, eh bien, on vous accompagne pour trouver des entreprises qui seraient d'accord pour vous accueillir, et ça ne pose aucun problème. Il faut faire les périodes d'immersion, c'est incontournable. C'est du temps de gagner, c'est pas du temps de perdu. Et la plupart des entreprises sont favorables à recevoir les personnes en stage. Et il y a des entreprises aussi qui proposent des visites. On organise parfois des visites, en effet. Alors après, la différence entre la visite et l'immersion, c'est que l'immersion, c'est individuel et vous êtes vraiment confronté au poste. Ça veut dire que la visite, vous êtes observateur. Alors que l'immersion, vous êtes acteur. Et si je vous dis, regardez comment on taille la ligne, par exemple, regardez comment on fait du conditionnement, c'est pas pareil que si vous le faites en vrai. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous regardez, vous en avez une image, une idée, mais après, quand vous êtes vraiment... si je vous montre une vidéo d'une entreprise agroalimentaire dans laquelle les personnes travaillent à 3 degrés, vous allez voir la personne, elle va être emmitouflée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il fait froid? Non. Vous vous rendez compte qu'il fait froid si vous êtes dans l'entreprise et que là, vous êtes confronté au froid. C'est comme ça pour tous les métiers. Donc, les visites d'entreprise, il nous arrive d'en organiser, mais on favorise vraiment plutôt la période d'immersion.
Une sorte de combien à peu près? Ça dépend. On recommande une semaine. Pardon? En 15 jours, on va pas s'en rendre compte. Alors, Il faut du temps quand même. en 8-15 jours, vous avez le temps de voir ce On que a c'est une que idée, métier. une approche. Oui. Si, vous avez le temps de voir, parce qu'après, il ne faut pas tomber dans une période qui serait trop longue. C'est une période qui est pour vous, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas rémunéré. Donc c'est le temps de voir si ça ne vous convient pas. De toute façon, quelques jours, vous voyez si ça vous correspond ou pas. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. On va libérer M. Bernadette. On vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé. Je vous remercie également de votre participation. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Alors, il nous reste à vous souhaiter une bonne réussite du coup dans vos démarches. Et puis, n'hésitez pas à revenir à la Mégane, à moi, si besoin.